Alors, ici, on va passer aux anomalies du sens vertical. On va passer aux anomalies du sens vertical. On est d'accord. Donc, excusez-moi une minute. Et راحت لي plein écran راح لي. Donc, ce cours, c'est le syndrome du sens vertical. D'accord? C'est le syndrome du sens vertical. Donc, les anomalies du sens vertical sont divisées en deux parties, deux tableaux cliniques. Il y a les syndromes de ce qu'on appelle l'hyperdivergence, ou bien appelé également open bright, ou bien EVA. EVA, maintenant, excès vertical antérieur. Et nous avons le syndrome d'hypodivergent. Hypodivergent, maintenant, appelé également deep bright, appelé également IVA, insuffisance verticale antérieure. Donc, ce sont des syndromes squelettiques. L'un donc décrit un excès de croissance verticale des structures squelettiques maxillomandibulaires et l'autre c'est le contraire. Donc, dans le syndrome d'hyperdivergence, en commençant par l'interrogatoire, on va noter, on va dire, des facteurs liés à l'hérédité. Donc, l'hérédité, elle est très impliquée dans le syndrome du sens vertical. Également, il y a les tics, les anomalies donc, des mauvaises habitudes. Vous avez également les parafonctions et parmi les parafonctions, vous avez également la respiration buccale. Donc, les anomalies fonctionnelles sont également citées comme étant des facteurs étiologiques qui peuvent être responsables du déclenchement du syndrome d'hyperdivergence. Dans l'examen clinique, on va noter donc un excès de croissance des structures squelettiques qui vont se répercuter sur, on va dire, l'aspect cutané. Dans l'aspect cutané, on note une face allongée, des ailes du nez, donc les muscles dilatateurs sont Monsieur, oui, mademoiselle, oui. l'écran, Oui, bien sûr. on ne voit pas toute la diapo. Oui, il y a une tache verte qui couvre la diapo. D'accord, ça je vais vous... Au milieu, mademoiselle, au milieu. En haut. En haut. Comme ça, c'est mieux. Hein, comme ça, c'est mieux, mademoiselle. Non, c'est pire. C'est pire, hein? D'accord. D'accord. C'est comme ça? Non, pas encore. D'accord, continuez à m'écouter. D'accord, monsieur. Le temps. Donc, alors, mademoiselle Gouna, c'est la face, elle est allongée. Donc, dans le syndrome d'hyperdivergence, ça se répercute sur le plan cutané. Maintenant, un excès de croissance des structures squelettiques et des répercussions sur le plan cutané, le plan facial. Déjà, vous avez une face allongée. Vous avez les muscles du nez sont au fait comprimés par manque de respiration, bien sûr. Ventilation nasale, elle est défectueuse.
il y a une disproportion entre les différents étages et l'étage inférieur se trouve augmenté suite à l'excès de la croissance verticale de la mandibule. Vous avez donc des mauvais rapports entre les lèvres, c'est normal parce que l'étage inférieur est au fait déséquilibré, il est augmenté. Et ce mauvais rapport labial fait naître au fait ce qu'on appelle une coloration en peau d'orange au niveau du menton. Ça, c'est un peu la conséquence des efforts et du travail musculaire que fait donc le patient pour justement mastiquer et déglutir pour essayer de joindre ses lèvres. Donc, il fait un travail musculaire important, donc qui va finir par laisser une trace de, on va dire, faire apparaître cette peau d'orange qui n'est autre que l'hyperactivité musculaire et l'hyper en fait vascularisation, si on veut. Donc, alors le souris gingival, ça va de soi, hein, parce que là vous avez donc une lèvre plutôt un étage inférieur augmenté, un étage inférieur augmenté qui va se répercuter sur les rapports labio-dentaires et donc faisant apparaître une quantité importante de gencives pendant le sourire. Le profil également donc va se répercuter sur ce syndrome avec un angle labial nasolabial qui va augmenter pendant l'effort de fermeture buccale, qui retrouve, on va dire, ses normes pendant la position de repos. L'étage inférieur est toujours augmenté, l'ambiance labiale, le ramu à la branche montante qui est courte, et l'ongle goniaque qui est ouvert. Ce sont des signes cliniques. Donc, ne croyez pas qu'on est en train que ce sont des signes uniquement céphalométriques. La branche montante, elle est courte vue à travers la céphalométrie, mais même une observation du profil donc, vous permet d'apprécier cette, on va dire, réduction du ramus à travers donc l'observation, et même la palpation de l'angle goniaque vous permet de sentir cet angle qui est ouvert dans le syndrome d'hyperdivergence. Après, après, il faut savoir, donc, sur le plan endobuccal. Donc, sur le plan endobuccal, c'est la raison pour laquelle donc, on est en train à partir, donc c'est la raison pour laquelle justement on prend en charge les patients au service d'ODF, c'est parce que ce syndrome présente des répercussions justement endobuccales. Quand je dis des répercussions endobuccales, c'est sur la forme des structures du palais, un palais qui est profond. Je mets un palais profond, il n'est pas très bien développé dans son sens dorsal, et avec l'apparition de l'endognathie. L'endognathie, très souvent, elle se manifeste avec une occlusion inversée. Donc, vous voyez bien qu'il y a des répercussions donc, sur l'occlusion. Antérieurement, on va avoir donc une insuffisance de recouvrement des incisives, voire dans les cas graves, une absence de recouvrement étendue sur toute l'arcade. D'accord, est-ce que vous suivez, mes étudiants, vous suivez? Donc, après, sur le plan fonctionnel, vous avez donc la perturbation de toutes les fonctions, une langue qui est en position basse, avec interposition. Pourquoi elle est basse? Parce que le patient a une mauvaise ventilation donc, nasale, donc une ventilation orale de suppléance qui s'installe depuis le très, très jeune âge, un âge précoce, pardon. Et donc, nous avons vu que la ventilation orale, elle participe à l'installation du syndrome d'Openbite. Donc, cette respiration buccale entraîne la posture basse de la langue. Et posture, qui dit posture basse, avec interposition latérale. Nous avons donc d'autres signes qu'on retrouve avec la respiration buccale, parmi lesquels les amygdales qui sont hypertrophiées, donc les tonsilles palatines, vous avez les amygdales au niveau de, on va dire, les végétations, donc, qui sont des petites amygdales, hein, donc, mais quand elles sont hypertrophiées, ça devient un problème. On les retrouve au niveau donc, du fond du cavum, donc elles peuvent entraîner donc, l'apparition de la ventilation buccale, bien sûr. Donc, et donc, ces amygdales et ces végétations donc, sont responsables de l'apparition de la ventilation orale, qui elle-même aura des répercussions sur la posture de la langue, et qui elle-même, cette posture de la langue basse,
participent à, on va dire, à l'installation de le syndrome d'open bite. Parmi les autres signes, vous avez les muscles masticateurs qui sont faibles. Les patients ont une tonicité donc très faible au repos et pendant la mastication. En plus de leur insertion postérieure. Les muscles massétaires, par exemple, ils sont insérés postérieurement, plus postérieurement par rapport à un sujet, l'imandouche, un syndrome d'open bite. Et là, vous allez voir que c'est une question d'héritabilité, c'est-à-dire une composante héréditaire qui se manifeste là. Vous avez également donc la sangle labiale qui est hypotonique, les lèvres sont relâchées, c'est pour ça qu'elles sont un peu béantes. Et vous avez donc en plus les anomalies fréquentes du chemin de fermeture avec déviation de la mandibule. Parmi les examens, dans les examens complémentaires, ce sont des examens qui permettent de confirmer le statut ou bien le tableau clinique de syndrome open bite ou bien l'excès vertical antérieur. Les étudiants, c'est mauvais, oui ou non? Les étudiants. Allô? Je continue là, je continue. Les étudiants, je continue. Oui, monsieur. D'accord, d'accord. Les examens complémentaires permettent de confirmer. La photo de face, donc déjà, ça nous permet de voir la différence entre les différents étages, c'est-à-dire l'excès de l'étage inférieur. Elle nous permet également de détecter une asymétrie faciale avec déviation de la mandibule et le cas échéant. La céphalométrie, bien sûr, le profil, la photo de profil. Alors, la photo de profil, bon, là, l'auteur vous cite les différentes possibilités. Vous n'avez plus cette image. Vous arrivez à voir la diapo? Les étudiants, vous arrivez à la diapo? Oui, monsieur, c'est clair. La diapo, tu vois? Oui. D'accord. Donc, le profil, vous avez un profil cis-frontal, orthofrontal, transfrontal. Maintenant, toutes les situations sont possibles. C'est normal parce qu'on est en train de parler du syndrome de l'open bite. Maintenant, un problème du sens vertical. La acte ou la aqal. Maintenant, le sens vertical, il peut être accompagné et se manifeste avec donc d'autres anomalies du sens sagittal. Donc, il ne me le passer qu'on a un syndrome d'open bite avec un profil facial convexe, avec un profil concave, ou bien avec un profil normal. Qui connaît un profil convexe ou concave, معناتها sûrement عندك une prognosie ou la rétrognosie, وهذه درناها في la classe de division 1 open bite ودرناها في la classe 3 open bite. Sinon, il a que le patient ما عندوش des décalages au niveau du profil squelettique, معناتها la relation intermaxillaire est normale, et ben il va y avoir, on va décrire tout simplement le tableau d'open bite avec un profil orthofrontal, maintenant un profil normal, dans le sens sagittal. Donc voilà. Mais il faut se rendre à l'évidence également que le profil orthofrontal chez l'open bite est assez rare. معناتها assez souvent كي يكون عندك un syndrome d'open bite في كثير من الحالات ديما عندك le profil معناتها en vue de profil ديما il y a un problème. Soit عندك un profil concave, soit عندك un profil convexe, معناتها عندك un problème au niveau de la mandibule. Soit عندك يعني tendance à la classe 3 ou bien tendance à la classe 2. Sinon, vous avez orthofrontal, classe 1 squelettique, tout simplement, avec open bite. Sur le plan céphalométrique, vous allez avoir des angles qui sont augmentés. Par exemple, l'angle plan mandibulaire SN augmenté. SN, je rappelle que c'est la ligne celle-turcique nasion. Vous allez avoir également un plan d'occlusion, l'angle du plan d'occlusion SN également augmenté. Vous allez avoir la hauteur faciale postérieure qui est augmentée, c'est la distance entre le gonion et le condyle supérieur, hein, la tête du condyle. La hauteur alvéolaire postérieure maxillaire est augmentée.
un excès de hauteur alvéolaire postérieure. Donc, c'est la distance qui sépare le plan PP et OP. OP, c'est le plan d'occlusion au niveau donc, de la cuspide vestibulaire de la première molaire maxillaire. Et PP, c'est le plan palatin. Donc, dans le syndrome d'Openbright, vous avez cette distance OP-PP est augmentée. Vous allez avoir également une distance, une hauteur alvéolaire antérieure augmentée au niveau du maxillaire. C'est la distance qui sépare toujours le plan palatin, ou bien, si vous voulez, l'épi nasal antérieur et le bord incisif supérieur, l'incisif supérieur, bien sûr. Vous avez également la hauteur mandibulaire postérieure qui est augmentée, c'est la distance entre le plan mandibulaire MP et le plan d'occlusion. Le plan d'occlusion, c'est-à-dire au niveau, c'est la distance entre la cuspide mésio-vestibulaire de la première molaire mandibulaire au plan mandibulaire. Ça, c'est la hauteur mandibulaire postérieure qui se trouve augmentée dans le syndrome Openbright. Et vous avez enfin la hauteur mandibulaire antérieure qui est augmentée, c'est la distance entre le bord libre de l'incisive mandibulaire et le plan mandibulaire. Donc vous allez avoir donc toutes ces hauteurs sont plus ou moins donc atteintes, Donc quand je dis plus ou moins atteintes, donc il y a des détails qu'on ne peut pas donc tous citer, bien sûr, mais retenez le principe. Donc toutes ces hauteurs a plus ou moins donc augmenté, plus ou moins marqué. Le diagnostic différentiel du syndrome d'Openbright se fait avec la biance alvéolo-dentaire sans problème squelettique. Donc, on peut dire que le signe commun entre la biance alvéolo-dentaire liée à infra-alvéoli antérieur avec le syndrome d'Openbright, le signe commun, العلاقة اللي بيناتهم اللي نلقاوها بيناتهم هي la biance elle-même, يعني l'infraclussie elle-même. بصح ce qui fait la différence dans la biance alvéolo-dentaire sans problème squelettique, donc la réponse elle est donnée, il n'y a pas de problème squelettique. Donc ça veut dire que l'étage, la face n'est pas longue dans la biance alvéolo-dentaire. Il y a une biance, certes, la hauteur n'est pas longue, la hauteur faciale n'est pas longue, n'est pas haute. Les étages sont proportionnés, sont égaux. Vous avez en plus une biance qui est réduite au bloc incisif. D'accord? Donc, si vous voulez, vous rajoutez dans la biance alvéolo-dentaire, madame, en fait, la hauteur faciale n'est pas augmentée. Ça veut dire que, par exemple, l'angle FMA est normal, l'angle AXY est normal. Par contre, dans la biance squelettique, c'est-à-dire le syndrome d'Openbright, eh ben, nous allons avoir très souvent une biance qui s'étale sur toute l'arcade. Hein. Elle n'est pas uniquement elle n'est pas uniquement limitée dans la région incisive. Et de plus, vous avez donc la hauteur faciale qui est augmentée avec les signes céphalométriques, les vraiment FMA augmentés et axe Y, si vous voulez, augmenté, les deux angles sont augmentés. Voilà pour les deux éléments de différence qui notent la différence entre les deux entités. La différence se fait également avec l'excès vertical total. Ah, là, c'est un peu, voilà, avec un excès vertical total, mais avec un autre syndrome, le syndrome d'Openbright, la hauteur faciale est augmentée, c'est un excès vertical antérieur, augmenté, tous les signes sont augmentés, tous les signes sont présents. Par contre, et paradoxalement, qui déroule les mesures céphalométriques, le FMA est inférieur à 25 degrés. C'est bizarre, mais c'est comme ça en fait. Hein. Vous avez les signes structurels qualitatifs et quantitatifs, on va dire qualitatifs plutôt, d'un syndrome d'Openbright, mais lorsque vous mesurez l'angle FMA, vous le trouvez donc inférieur à 25 degrés. Il y a un angle qui stipule que la mandibule fait une rotation antérieure. Donc, il dit que la mandibule, elle se présente, elle décrit les signes d'une rotation postérieure, d'accord, puisque l'étage inférieur est augmenté. Quand on mesure l'angle, on retrouve un angle réduit. Donc là, la différence, elle est céphalométrique. Un autre élément, une autre entité qu'on peut donc confondre avec le syndrome d'Openbright, c'est l'incompétence labiale. On va le passer, pardon, c'est l'observation, en fait, le fait d'observer un malade avec des bouches qui n'est pas fermée, on va dire en béance labiale, incompétence labiale au repos, nous donnons l'impression et nous faisons croire que c'est un patient qui est présent, qui ressemble à un faciès qui ressemble à un excès vertical antérieur,
mais il n'en est rien parce que tous les signes occlusaux donc, sont normaux et puis la face, elle présente une hauteur donc tout à fait normale. Voilà. Donc finalement, l'auteur vous dit c'est la TLR qui élimine les autres pathologies et localise l'anomalie squelettique. Est-ce que vous avez des questions, les étudiants? Est-ce que vous avez des questions? Allô, 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 les étudiants. Je continue. Les étudiants, je continue? D'accord. Donc, on passe au diagnostic étiologique. Donc, dans le syndrome d'Openbite, vous avez les facteurs généraux. Donc, on cite l'hérédité. Hein. L'hérédité, elle est décrite au niveau de la base du crâne, la partie antérieure de la base du crâne. Pourquoi? Parce qu'on sait que la partie antérieure de la base du crâne, c'est le tuteur, à ce moment-là, c'est le tuteur on va dire, de la hauteur faciale. Donc, c'est elle qui va préformer, monsieur, s'il vous plaît, acceptez les attributs, c'est elle qui va préformer, donc, accepter les autres. Accepter, alors. Accepter, s'il vous plaît, accepter les autres. Hein? Ou non? يا سنة نحيتهم لي وعلاه نحيتهم لي يا رجعهم لي هذه ورجع لي الاخرى وسام كان طابلو الاخر voilà صح. Donc on va continuer. L'hérédité, la partie antérieure de la base du crâne, elle préfigure la hauteur faciale, n'est-ce pas? D'autre part, la hauteur faciale, la longueur du corps mandibulaire, elle a une part d'hérédité, mais elle est héritable, d'accord? Donc la longueur de la base du crâne, la longueur de la mandibule, donc elle est transmise héréditairement. Et si donc le patient présente une rotation postérieure, en plus de la longueur de la mandibule, qui est importante, ça va entraîner, toute cette longueur sera dirigée vers le bas. C'est pour cette raison que ça risque d'entraîner donc l'apparition de l'open bite. Vous voyez bien que la longueur, c'est une chose, et la direction de la croissance, c'est autre chose. Donc le patient peut hériter d'une mandibule qui est longue, c'est le sens sagittal, mais le sens vertical. Mais imagine que le patient a avec une rotation postérieure. Ou justement, que la longueur de la mandibule va s'exprimer vers le bas. Il y a l'apparition de syndrome d'open bite. Voilà. En plus, la hauteur faciale totale, elle est transmise héréditairement. Il y a une expression qu'on retrouve toujours dans la littérature, c'est que la hauteur faciale, elle est transmise héréditairement par la maman et la longueur de la mandibule par le papa. Donc, les faces longues présentent une extension et augmentation de l'angle cervico-facial. C'est vrai, l'angle cervico-facial, c'est l'angle qui est fait entre la base du crâne et le rachis cervical. Donc, certaines familles sont prédisposent à ce facteur. On va dire certains enfants héritent d'une orientation donc faciale caractéristique entraînant une augmentation de la base de l'angle cervico-facial, ce qui prédispose à l'apparition, on va dire, du syndrome de l'open bite. Les facteurs locaux, ce sont les facteurs fonctionnels. Vous avez l'insertion musculaire postérieure, une insertion musculaire postérieure, des muscles masséters, je dis bien des muscles masséters, donc une insertion postérieure des muscles masséters, n'est-ce pas? Elle entraîne au fait une augmentation de la dimension verticale. Elle a une influence sur la dimension verticale. Et donc, toute augmentation de la dimension verticale risque d'entraîner l'apparition du syndrome d'open bite.
et également l'activité des muscles masticateurs qui restent déséquilibrés avec la prédominance des sus hyoïdiens. C'est les muscles abaisseurs qui prédominent pendant la mastication. Et donc, si c'est tel est le cas chez le jeune enfant, ça va favoriser toujours une position basse de la mandibule et donc l'apparition du syndrome de l'open bite. Vous avez également l'histoire de la DDM postérieure, les malpositions dentaires au niveau postérieur de l'arcade. Ça va entraîner l'apparition des interférences occlusales. Et ces interférences, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc, au fait, modifier le plan d'occlusion et par voie de conséquence, entraîner une augmentation de la dimension verticale et donc favoriser la croissance verticale exagérée chez l'enfant. Donc, vous avez les autres facteurs fonctionnels tels que les troubles respiratoires. Donc, c'est clair, hein, les troubles respiratoires avec toutes les causes qui sont citées dans la littérature, étroitesse des cavités nasales. Et l'étroitesse, c'est une anomalie anatomique. C'est-à-dire toute narine étroite